Voilà, donc on commence. Donc, le webinaire aujourd'hui porte sur l'électrification de flotte, donc avec des analyses de cas au centre du Québec. C'était pas évident de trouver des cas de flotte électrifiée au centre du Québec. Je sais qu'il y en a, mais d'en trouver pour témoigner dans le cadre d'un webinaire à ce temps-ci, ça c'était pas évident parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, le webinaire fait partie d'une série de webinaires qui est diffusée dans le cadre de la campagne Roulons électrique. C'est une campagne d'éducation aux véhicules électriques, c'est coordonné par Équiterre avec le soutien financier de Transition énergétique Québec et est appuyé par divers acteurs de l'électrification, dont l'AVEC, entre autres. Pour aujourd'hui, nos conférenciers sont Éric Courchaine, qui est président de Éric Courchaine, paysagiste et horticulteur, et la Station verte. Marie-Pierre Paquette de la ville de Plessisville, qui est, elle est chargée de projet à la direction générale. Monsieur Marc-André Houle, qui est agent du fonds Éco-Leader pour le Centre du Québec. Eh bien, bon, moi, je m'appelle Éric Perrault, puis je vais être chargé de changer les diapositives et de donner la parole à nos conférenciers. Je vais d'abord commencer par faire une très brève mise en situation. En tout cas, si on regarde le contexte de l'électrification au Québec et au centre du Québec, au 30 septembre 2020, on avait le 30 septembre dernier au-dessus de 85 000 véhicules électriques immatriculés en circulation au Québec. Quand on parle de véhicules électriques, c'est véhicules électriques 100% ou hybrides électriques branchables. Au centre du Québec, on avait 2751 véhicules électriques, ce qui représente un ratio d'environ 110 véhicules électriques par 10 000 habitants. Le ratio au centre du Québec est à peu près le même que celui à l'échelle du Québec. Le plan d'action du Québec en matière d'électrification des transports, on parlait d'un objectif d'environ 125 véhicules électriques par 10 000 habitants à l'horizon 2020, ce qui n'est pas atteint actuellement, mais quand même pas si loin, là. Le plan pour une économie verte qui vient d'être lancé fixe un objectif d'à peu près 1,5 million de véhicules électriques sur les routes du Québec à l'horizon 2030. En même temps, on vise à ce que les véhicules électriques représentent 100% des ventes de véhicules automobiles en 2035. Donc, on vise en même temps une interdiction de vente de véhicules à essence en 2035. Ça, c'est des objectifs qui ont été dévoilés très récemment. Pour ce qui est des bornes de recharge, les bornes de recharge publiques au Québec, ça représente un parc d'environ 5 554 bornes de niveau 2, c'est-à-dire à 240 volts, et des bornes très rapides, là, 430 bornes de niveau 3 de 400 volts. Et on compte également 162 superchargeurs pour les Tesla. Donc, on voit que le réseau de bornes, ça, c'est tiré de la carte Charge Hub. On voit qu'il y a quand même beaucoup de bornes. Le réseau de bornes électriques est quand même beaucoup plus étendu que ce qu'on pouvait constater il y a une dizaine d'années. Ici, on voit le centre du Québec, là, des centres urbains comme Drummondville, Nicolet, Bécancour, Victoriaville. On voit qu'il y a quand même un beau réseau de bornes électriques. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Éric Courchaine, qui est président de la compagnie Éric Courchaine, horticulteur paysagiste, et aussi de la Station verte. Donc, M. Courchaine, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Un peu ça comme on disait, moi, depuis 2014, je conduis un véhicule électrique. J'ai toujours, dans le fond, je pense que l'idée de rouler électrique date depuis qu'on avait vu l'émission sur le reportage, dans le fond, du moteur roux. On attendait ça, je pense, depuis les années 90.
Puis là, enfin, en 2014, ben, là, on avait le choix entre la Volt, la Leaf. Finalement, notre choix s'est arrêté sur la Nissan Leaf 2014. J'étais aussi dans le RAV. On a participé aux premières essais de véhicules électriques à faire connaître ça. On sait qu'il y avait parti ça à Drummondville. Après ça, ben, ça a tombé avec l'AVEC. J'ai donné du temps, dans le fond, comme bénévole avec l'AVEC. Toujours pour essayer de faire connaître de plus en plus les véhicules électriques. Fait que je ne sais pas si les petits diapositives, on les voit-tu? Moi, bon, en tout cas. Dans la première, on voit, on voyait une photo là, avec une remorque, c'est toujours pas conseillé, mais dans le fond, on a poussé pas mal l'auto électrique à son maximum. Je suis capable je connais pas mal les différents véhicules, fait qu'on a osé pas mal. Fait qu'on a même le remorquage, je sais comment c'est capable. On a même remplacé un Ford Ranger. J'ai une auto qui tire une remorque à tous les jours. Ils font de la tonte de gazon avec. Et je dirais que ça apparaît moins en arrière de l'auto électrique qu'en arrière du pick-up. C'est pas drôle à dire, mais c'est tellement torqueux, là, la mécanique électrique. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. On n'a pas eu de problème majeur non plus avec le temps. En 2014, j'ai zéro entretien, ben zéro. On a des pneus, puis j'ai changé prématurément maintenant on va voir les charges un petit peu excessives qu'on a faites pour le type de véhicule où c'est une remorque, j'ai les deux amortisseurs arrière puis les freins en taux de 100 000 km qu'on a changé, mais qui n'est rien comparé à un auto à essence. Là. Le restant est tout d'origine, puis ça va encore comme une neuve. On a, dans le fond aussi, quand j'ai fait le saut vers l'électrique, oui, il y avait la passion, mais dans l'entreprise, on avait absorbé une grosse faillite d'un client. Fait que ça ne pouvait pas juste être un rêve de rouler électrique, là, ça devait être un choix économique et rentable. Fait que j'avais une Volkswagen Passat. Je mettais comme 500$ de gaz par mois. Et là, quand je comparais différents véhicules électriques et j'essayais de voir où je pouvais, si c'était justifiable de rouler électrique. Puis effectivement, j'avais une économie à partir du premier mois juste avec l'économie d'essence. Juste à rouler, dans le fond. Juste le paiement de l'auto plus l'électricité coûtait moins cher que juste mettre l'essence dans l'autre véhicule. C'était pas. J'avais pas besoin d'attendre après X années avant de dire c'est rentable. C'est sûr aussi, quand on fait un choix comme ça de faire le saut électrique, dans le fond, il faut bien prendre le temps d'analyser nos besoins. L'autonomie. En 2014, c'était pas mal plus difficile. Les bornes de recharge, comme que vous avez dit tantôt, là, il n'y en avait pas partout. C'était plus limité. Moi, j'avais vraiment un circuit urbain proche. Notre besoin, dans le fond, on arrête chez un client, on fait le travail, on repart. Je n'avais pas besoin de beaucoup d'autonomie. L'auto est stationnée devant un client pendant qu'on travaille. C'est vraiment des petits trajets. Ça répondait parfaitement. C'est sûr qu'il faut prendre le temps d'évaluer. C'est sûr que si j'aurais été représentant sur la route, ça n'aurait pas fait. J'aurais pas été capable parce qu'en plus, en 2014, le choix que j'ai fait, je n'avais pas la charge rapide. Aujourd'hui, ça vient tout avec la charge rapide, là, mais les premiers modèles, il faut faire attention à ça. Mais j'avais pris ce choix-là parce qu'il y avait une borne rapide au Saint-Hubert à Boucherville. Je me suis dit, les chances que j'allais là étaient à peu près nulles. Je ne savais pas si ça prendrait 10 ans avant qu'on ait des bornes rapides. Finalement, ben, heureusement, ça s'est développé assez rapidement. Fait qu'aujourd'hui, ben, il n'y a pas de problème. J'ai vécu un peu les deux extrêmes aussi. Par le paysagement, ben, je fais un millage de proximité. Avec la station verte, ben, on a pas mal développé entre Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières. Fait que là, j'avais pas mal plus de routes à faire. Je l'ai faite avec une Nissan Leaf 2018 avec une batterie de 40 kW.
C'était à la limite de l'auto, mais j'ai fait jusqu'à 2000 km par semaine. Tu sais, ça s'est fait. J'ai fait 50 000 km du mois de mai à novembre, pas cet été, l'année d'avant. Fait que c'était possible. De ça, j'avais peut-être 2 charges rapides en moyenne par jour. Ça allait bien. Je n'ai jamais perdu de temps. Tu sais, souvent, le monde dit ah, l'autonomie, je ne peux pas aller aller-retour. Mais tu sais, il faut que je mange pareil, tu sais, ou j'ai des retours d'appel à faire. Ou, tu sais, fait qu'à la limite, des fois, j'avais plus de travail que le temps de charge. Je n'ai jamais trouvé que je perdais du temps, moi, à arrêter aux recharges. Euh, euh, ah oui, puis dans le fond, pour les entreprises, ce qui est important, je pense, de regarder quand on a des flottes, c'est vraiment de prévoir notre solution de recharge là, au bureau, à la maison. Il faut que quand l'auto est arrêtée, il faut qu'on puisse la brancher. Sinon, ils n'auront pas de plaisir. Là. S'ils sont obligés d'arrêter, faire des arrêts supplémentaires, là, il n'y a pas de rentabilité non plus. Il faut vraiment, quand on est arrêté pour rencontrer un client ou arrêter de travailler, pour que quand l'auto est arrêtée, il faut qu'elle se recharge. Ça prend idéalement des bornes partout. On a eu au début aussi, c'est ça l'électrophobie que j'appelle, avec les employés. C'était pas évident. Au début, j'avais l'air d'un illuminé un petit peu. Là. On allait dire on va acheter une auto électrique, on s'en va avec ça. Il y avait un peu de réticence. Il y en a un aussi qui m'a déjà dit, il dit j'ai acheté une petite énièvre aussi pour notre équipe d'entretien de plate-bande. Et j'ai remplacé une mini-fauconnette, une Windstar avec ça. Là, il me dit sur le coup, tu ne feras pas lettrer ça, c'est assez lettre. Bien, justement, c'est assez lettre, ils vont la regarder. Donc, ça fait aussi une belle image, je dirais, corporative, rouler électrique. Là, je vois ça moins souvent, mais dans les débuts, c'était pas rare que je t'arrêtais une lumière, puis les fenêtres se baissaient, puis ils me posaient des questions sur l'auto. Ça, on a fait en masse. Là, à cette heure, on dirait que ça commence déjà à faire plus partie du quotidien, là, mais fait que oui, l'image est bonne aussi pour une compagnie de rouler électrique. C'est pas mal. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Je pense pas mal fait le tour là, des. Pour les questions, les gens, on vous invite à nous écrire les questions dans la boîte de questions-réponses ou dans la boîte chat. Puis nous autres, on va, à la suite des 3 présentations, étant donné que c'est des très courtes présentations, on va à ce moment-là communiquer des questions aux personnes qui seront identifiées dans la question. Alors, oui, mais merci de votre attention. Puis, sans plus tarder, j'inviterai Marie-Pierre Paquette, qui est chargée de projet à la direction générale à la ville de Plessisville, nous faire une présentation sur l'électrification de flotte à Plessisville. Alors, à toi, Marie-Pierre. Oui, merci beaucoup, M. Perrault. Je vous remercie d'être ici cet après-midi et de me donner l'opportunité de vous parler un peu de l'électrification de la flotte de véhicules municipaux telle qu'on la vit à Plessisville. Ceux qui ne connaîtraient pas Plessisville, petite ville du centre du Québec à proximité de Victoriaville, d'un peu plus de 6500 habitants, où je suis chargée de projet à la direction générale. Donc, entre autres mandats, je m'occupe de l'électrification de la flotte de véhicules. On peut passer à la prochaine diapositive. Si je vous parle un peu des fondements de notre démarche en matière d'électrification, en fait, ce n'est pas d'hier que Plessisville démontre son leadership en matière de développement durable. Donc, aussitôt qu'en 2013, Plessisville a adhéré au programme partenaire pour la protection du climat de la Fédération canadienne des municipalités. Et inspiré de cette démarche-là de réduction de nos GES, on a adopté en 2015 le plan stratégique 2015-2025 de la ville de Plessisville qui comporte un axe complet voué au développement durable. Et certains des objectifs de cet axe-là visent directement la réduction des GES par les transports. C'est ce qui nous a motivés à participer dès 2015 à une étude de marché et de faisabilité technique sur l'autopartage de véhicules électriques en région. Ce que cette étude-là nous a démontré dans un premier temps, vous pouvez changer la diapo,
c'est qu'il y avait une sous-utilisation de la flotte de véhicules municipaux chez nous. Je crois que c'est le cas aussi d'une majorité de municipalités. Donc, nos véhicules municipaux sont destinés à des usages souvent très précis, ce qui fait que si on compare le taux d'utilisation avec les heures de disponibilité du véhicule, mais il y a vraiment une sous-utilisation qui ressort. On a aussi constaté que, comme dans bien des régions rurales, notre système de transport collectif est perfectible, ce qui fait en sorte qu'il n'est pas toujours adapté aux besoins des citoyens qui voudraient faire des efforts pour réduire leurs émissions de GES liées à leur transport. On a aussi vu, de par les résultats de l'étude, que le territoire de Plessisville était particulièrement compatible avec l'autopartage. Donc, Plessisville, c'est un petit territoire de 4 km², donc très, très dense, où les gens peuvent aller d'un point à l'autre de la ville à pied assez facilement. Donc, pour nous, établir une station de recharge avec des véhicules électriques qui pourraient être mis à la disponibilité des citoyens, ce n'était pas un enjeu, étant donné que peu importe d'où on part de la ville, on peut faire la distance à pied. Et toujours en fonction de l'étude, on s'est rendu compte que le momentum était vraiment très bon au niveau financier pour amorcer une démarche d'électrification de notre flotte de véhicules, étant donné qu'il y avait plusieurs subventions qui étaient disponibles à ce moment-là. Donc, on a décidé de préparer le terrain d'emblée dès 2014 en installant 4 bornes de recharge de niveau 2 dans le centre-ville de Plessisville. Et s'en est suivi en 2016 l'installation d'une borne de recharge rapide en collaboration avec Québec, qui à cette époque-là déployait le circuit électrique un peu partout dans la province. Mais le véritable fer de lance de notre démarche a été le projet pilote Sauvé, donc système d'autopartage avec véhicules électriques en région. C'est un projet pilote. C'est des fois, on perd un peu, je ne sais pas pourquoi, là, des fois, on perd le son. Je vais me rapprocher un petit peu. Là, je sais qu'il y a beaucoup de bruit dehors, il y a des travaux en avant de chez moi. Okay. Je vais essayer de me rapprocher. Donc, oui, comme je disais, le programme Sauvé, qui est un projet pilote auquel ont pris part 6 municipalités québécoises. C'est un projet qui a été financé par la Fédération canadienne des municipalités, qui a donné de bons résultats et qui a fait en sorte que, en fait, nous, on a décidé de poursuivre l'aventure, même une fois le projet pilote terminé, et ce qui fait en sorte que Sauvé est toujours actif à Plessisville depuis 2018. Donc, ce que ça représente, en fait, Sauvé, on peut passer à la prochaine diapo. Sauvé, en fait, ça nous a permis de faire l'acquisition de 2 véhicules électriques, donc une Chevrolet Spark et une Chevrolet Volt. Nos véhicules sont dotés de modules qui nous permettent de suivre facilement leur utilisation. Donc, les administrateurs des véhicules peuvent facilement voir si les véhicules sont stationnés à leur borne de recharge, s'ils sont branchés, si la batterie est pleine ou vide, si les utilisateurs ont ramené la voiture en temps ou en retard. Et ces mêmes modules-là nous permettent d'avoir accès à une plateforme de réservation en ligne. Donc, c'est très facile de réserver les véhicules. Et ces véhicules-là, en fait, sont réservés à 2 clientèles distinctes. En premier lieu, à nos employés, sur les heures normales de bureau, donc entre 8h30 et 16h30, les véhicules sont réservés exclusivement à nos employés qui peuvent les prendre soit dans l'exercice de leur fonction pour aller à la rencontre des citoyens, aller faire des inspections, se rendre d'un bâtiment municipal à l'autre, participer à des formations, entre autres. Et les soirs et les week-ends, c'est les citoyens qui peuvent utiliser les véhicules. Donc, ils ont, une fois qu'ils adhèrent au système, ils ont accès à la plateforme de réservation en ligne et ils peuvent réserver des plages horaires pour utiliser les voitures. La tarification est de 5 $ de l'heure pour la Chevrolet Spark et de 7 $ de l'heure pour la Chevrolet Volt. C'est une tarification qui veut encourager les courtes réservations. Donc, nous, on ne voulait pas que les gens se mettent à réserver les véhicules pour un week-end ou pour une semaine, par exemple. Ce qu'on voulait, c'était vraiment faciliter la vie de nos citoyens, leur offrir de façon pratique de pouvoir utiliser des véhicules électriques dans le cadre de leurs activités de tous les jours pour aller faire des courses, pour aller dans la ville voisine de Victoriaville pour un rendez-vous médical, par exemple. Donc, ça se fait vraiment pour des fins pratiques. On ne s'est pas arrêté là. Après avoir implanté Sauvé, on a participé à une nouvelle étude, cette fois-ci sur l'électrification des camions et des transports spécialisés. Donc, ça a eu lieu entre 2017 et 2019. L'objectif de cette étude-là, c'était de trouver des scénarios d'électrification compatibles avec une réduction des GES de 20 % et un retour sur investissement qui soit inférieur à 6 ans pour nos véhicules lourds. Donc, on a fonctionné un petit peu de la même manière que Sauvé avec des modules installés à même nos véhicules qui nous ont permis de monitorer leur utilisation,
de voir c'était quoi leur taux de marche au ralenti, de voir quelles étaient les composantes de ces véhicules-là qui étaient plus ou moins utilisées. Et la conclusion de l'étude, ça a été qu'il y a 2 de nos camions 5 tonnes qui bénéficieraient d'une électrification soit partielle avec une technologie hybride de type stop-start ou totale, donc vraiment opter pour un camion lourd électrique. L'étude est terminée. Pour le moment, on n'a pas fait de changement. Par contre, nous, on a un fonds qui est destiné au renouvellement de notre flotte de véhicules et c'est certain que quand on arrivera au remplacement de ces 2 camions-là, l'option de prendre la voie vers la conversion électrique sera certainement envisagée. Maintenant, on ne s'arrête pas. On est de nouveau impliqué dans un projet qui est financé par la FCN, qui cette fois-ci est le projet de service écologique intelligent et transport électrifié. Ce que c'est, en fait, c'est un projet auquel on prend part avec, une fois de plus, d'autres municipalités du Québec et qui va nous permettre d'acquérir une camionnette qui va être convertie à l'électricité. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on va acquérir une camionnette usagée, probablement modèle 2015-2016 à peu près, et on envoie la camionnette chez Ecotune, qui est une compagnie québécoise qui est située à Varennes. Eux retirent le moteur à essence et le remplacent par un moteur électrique. Avec ce projet-là, on va aussi installer une nouvelle borne de recharge exclusivement pour notre camionnette. Et le but, c'est de faire un peu comme le modèle trouvé. Donc, la camionnette va être réservée à nos employés municipaux sur les heures de bureau. Et dès l'été ou l'automne 2021, elle va aussi être accessible en autopartage pour nos citoyens. Donc, l'idée derrière ça, c'est de permettre aux citoyens d'emprunter le véhicule, soit pour aller déménager des meubles ou aller porter des matériaux à l'éco-centre, par exemple. Toujours dans le but de leur faciliter la vie. Puis peut-être, ce qu'on espère, c'est leur éviter d'acheter eux-mêmes une camionnette qui a des émissions très fortes en carburant et plutôt d'opter pour l'emprunt de la camionnette à tarif modéré. Donc, en conclusion, ce que je vous dirais qu'on retire de notre expérience, c'est que c'est important de saisir les opportunités de financement quand elles se présentent. Nous, ça a vraiment été la bougie d'allumage qui nous a permis d'avancer, le fait d'avoir accès à différents programmes de subvention qui ont été en quelque sorte un levier pour notre démarche d'électrification. Quand on opte pour la voie de l'autopartage, comme nous, on l'a fait, il faut aussi être conscient qu'il y a un grand travail d'information et de sensibilisation à faire auprès des citoyens. Donc, en région rurale, souvent, on a 2 véhicules par ménage. On est habitué de prendre notre voiture pour tous nos déplacements. Donc, il y a vraiment un changement de mentalité à opérer. Il faut y investir du temps et de l'énergie. Il ne faut aussi pas se décourager. Hein? Une flotte de véhicules, ça ne change pas tout d'un coup en une année. Donc, c'est encore une fois de miser sur les opportunités, de voir quels véhicules doivent être remplacés, puis ce serait pertinent de faire la transition vers l'électricité. Et enfin, moi, ce que je vous recommande, c'est de participer à des activités comme celle d'après-midi, parce que réseauter, s'inspirer des autres municipalités, souvent, ça peut être la petite étincelle qui va réussir à convaincre nos élus, dans le cas des municipalités, pour embarquer dans une démarche d'électrification. Puis quand on voit les retombées positives, c'est facile de continuer et d'aller plus loin comme nous, on le fait de suite. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Pour la prochaine présentation, je vais laisser la parole à M. Marc-André Houle, qui est agent du Fonds Éco-Leader pour le Centre du Québec. Donc, on vous invite à, si vous avez des questions, à les taper dans la boîte questions-réponses de votre logiciel Zoom ou sur le chat. Donc, on va poser les questions immédiatement après la présentation de M. Houle. Alors, à vous la parole, M. Houle. Merci, Éric. Merci également au CREG pour l'invitation. Donc, mon nom est Marc-André Houle. Je suis l'agent du Fonds Éco-Leader pour le Centre du Québec. À titre d'agent du Fonds Éco-Leader pour le Centre du Québec, je suis basé à la Corporation du développement durable à Victoriaville. 2 mots sur la CDD pour dire que c'est un organisme qui vient en appui aux organisations du territoire, entreprises et autres, pour les appuyer dans le passage à l'action vers des pratiques éco-responsables, des pratiques en développement durable. Donc, le Fonds Éco-Leader, en résumé, c'est une initiative du gouvernement du Québec qui a été lancée en septembre 2019. Donc, il y a un peu plus d'1 an. Le programme du Fonds Éco-Leader, c'est à la fois une aide financière et un réseau d'agents. Donc, on est 18 agents dans chacune des régions administratives du Québec. Le programme s'adresse aux entreprises de toute taille et de tous les secteurs, à savoir les entreprises commerciales, agricoles, industrielles, ainsi qu'aux entreprises d'économie sociale
qui veulent à la fois améliorer leur compétitivité en améliorant leur performance environnementale. Je résumerai ça de la façon suivante. Là. Toute entreprise qui souhaite améliorer sa compétitivité, c'est-à-dire on pense toutes les entreprises devraient sérieusement envisager là, la voie des pratiques éco-responsables. Donc, ce qu'on offre, c'est un financement non remboursable, autrement dit, une subvention qui vise à la préparation à l'adoption de pratiques éco-responsables ou de technologies propres. Donc, nous, ce qu'on finance, ce sont des études, des diagnostics, des analyses, l'élaboration de plans d'action et l'accompagnement qui vont permettre à l'entreprise d'avoir le meilleur portrait pour adopter des pratiques éco-responsables et des technologies propres. Donc, notre frontière, c'est l'achat de matériel comme tel, l'achat d'appareils. Donc, nous, on va financer tout ce qui est en amont. Et une fois que l'entrepreneur va avoir le meilleur portrait, là, le portrait global de la situation, bien, il sera en mesure de prendre la meilleure décision. Et puis, ben, moi, à titre d'agent du Fonds EcoLeader, ben, je serai là pour l'appuyer aussi dans la recherche de subventions pour l'achat, par exemple, de technologies propres. Donc, le Fonds EcoLeader peut financer jusqu'à 50 des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 50 000 $. Alors, quels sont les bénéfices pour une entreprise qui souhaite adopter là, des pratiques éco-responsables et des technologies propres? Bien, essentiellement, assurer la pérennité de l'entreprise, réduire les coûts de fonctionnement et d'exploitation, maximiser la production et la compétitivité, consolider et développer les marchés, attirer et retenir de la main-d'œuvre, ce qui est très important là, dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre vécue ici au centre du Québec. Fidéliser la clientèle, ça devient de plus en plus important, évidemment, avec toute la question de l'achat local et de la crise climatique, et mieux gérer les risques. Et puis, je pense que le témoignage de M. Courchaine là, était parlant à cet effet-là, là, les bénéfices qu'une entreprise peut en tirer. Les objectifs du Fonds EcoLeader, bien, nous, ce qu'on souhaite, c'est rejoindre 50 000 entreprises, soit environ 20 de toutes les entreprises québécoises d'ici 2023. Plus clairement, ce n'est pas tant qu'on souhaite que, bien, on aimerait ça, là, mais que 50 000 entreprises déposent des demandes au Fonds des demandes au Fonds EcoLeader, plus qu'on souhaite qu'elles entendent parler du Fonds EcoLeader et des pratiques éco-responsables. Donc, moi, en participant à des initiatives, là, des événements comme aujourd'hui, c'est ce que je fais, là, je tente de rejoindre les entreprises. Et autre objectif, comme je l'ai mentionné en introduction, c'est améliorer la performance environnementale et la compétitivité des entreprises par, entre autres, la réduction de l'utilisation de matières premières, la réduction de l'utilisation d'énergie et la réduction de l'émission de polluants comme les gaz à effet de serre. Donc, le financement du Fonds EcoLeader, maintenant, l'argent qui est le nerf de la guerre. Donc, le fonds est doté d'une enveloppe de 18,5 millions de dollars. Jusqu'à présent, là, il y a un peu plus de 3 millions de dollars là, qui a été demandé au Fonds EcoLeader là, depuis la première année d'activité. Donc, il reste de l'argent en masse, si je peux m'exprimer ainsi. On vise toutes les entreprises d'économie sociale. Ça permet de financer jusqu'à 50 des dépenses admissibles, donc un maximum de 30 000 $ pour les projets en pratique éco-responsable et un maximum de 50 000 $ pour les projets en technologie propre. Je n'entrerai pas dans les détails de la ventilation là, du financement. Et puis, si vous avez des questions, je vous inviterai à communiquer avec moi. Mais c'est ça, il y a toute une ventilation là, pour la demande. Les projets admissibles, réalisation d'études, élaboration de plans d'action, accompagnement pour l'implantation. Et là, ça me permet de spécifier que le Fonds EcoLeader ne va pas financer l'achat de matériel comme tel, ne va pas financer la recherche et le développement et ne finance pas aussi des certifications ou des attestations comme telles. Le Fonds EcoLeader peut être combiné à une autre source publique de financement. Cette source publique de financement-là peut être locale, régionale, québécoise ou fédérale, jusqu'à concurrence de 25 %, ce qui fait en sorte qu'une entreprise devra au moins financer 25 % de son projet. Ah bon, finalement, j'avais la ventilation, là, le tableau comme tel. Donc, rapidement, là, pour un projet en pratique éco-responsable, il est possible d'aller chercher un 10 000 $ pour la réalisation d'une étude, un 10 000 $ pour l'élaboration d'un plan d'action et un autre 10 000 $ pour l'accompagnement dans l'implantation pour 30 000 $. Et pour les technologies propres, c'est un peu différent. Il est possible d'aller chercher 35 000 $ pour la réalisation d'une étude et d'un plan d'action et un autre 15 000 $ pour l'accompagnement complémentaire pour un maximum de 50 000 $.
Il est également aussi possible de mettre en place des cohortes. Donc, une cohorte est composée d'au moins 2 entreprises. Et il va y avoir un coordonnateur de cohorte, en fait, qui est le plus souvent l'expert ou le fournisseur de services qui va assurer le lien entre les entreprises et le bailleur de fonds là, au Fonds EcoLeader, là, qui est le Fonds d'Action québécois en développement durable. Et en fait, ce qui est intéressant avec une cohorte, c'est que l'entreprise, on doit démontrer des économies d'échelle. Donc, pour un investissement tel, une entreprise devrait en avoir davantage pour son argent. Donc, voilà, les thèmes qui sont priorisés au Fonds EcoLeader, c'est-à-dire les projets qui sont le plus susceptibles d'être financés, bien, ce sont les 7 suivants. La gestion des matières résiduelles, les démarches stratégiques et globales en développement durable, comme ici à Victoriaville, la démarche D2 ou encore dans Nicolet-Bécancour, la démarche Proaction. Tous les projets qui touchent à l'économie circulaire, donc qui font en sorte que les extrants d'une entreprise vont devenir les intrants où il y a mutualisation de ressources humaines ou d'énergie ou de matières. L'approvisionnement et les achats responsables, les projets qui touchent à la gestion de l'eau ainsi qu'à l'éco-conception et l'optimisation des emballages et bien sûr l'efficacité énergétique. Et qui dit efficacité énergétique dit électrification d'une flotte de transport. Donc, ce sont des projets là, qui peuvent être financés par le Fonds EcoLeader. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, des exemples de cas financés là, en termes d'électrification des transports. Il y a au moins 4 entreprises au centre du Québec là, qui ont vu leur projet financé par le Fonds EcoLeader. L'objectif de ces entreprises-là, évidemment, c'était de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre en favorisant le transport durable et électrique de leurs employés. Donc, ces entreprises-là ont fait affaire à un expert, un fournisseur de services. Et nous, ce qu'on finance, c'est ça. C'est le travail des experts, des fournisseurs de services. Quel est le travail qui a été effectué par l'expert dans les projets qui nous concernent? Bien, premièrement, l'expert a évalué la capacité des installations électriques existantes à supporter l'installation de bornes de recharge. Il a, deuxièmement, évalué les mesures d'efficacité énergétique pour réduire la charge des installations électriques. Et troisièmement, il a effectué des recommandations sur les différents modèles de bornes électriques et il a élaboré un plan d'action visant leur installation. Donc, c'est ça, essentiellement, concrètement, que le Fonds EcoLeader peut financer dans le cadre de projets en électrification des transports. Donc, moi, mon rôle en tant qu'agent du Fonds EcoLeader au centre du Québec, c'est d'aider les entreprises à identifier des pratiques d'affaires éco-responsables, des technologies propres, de référer les entreprises à des experts et à des outils, et surtout de faire un soutien dans la recherche de financement pertinent, évidemment d'accompagner les entreprises dans tout ce qui a trait au Fonds EcoLeader, mais également dans la recherche des bonnes sources de financement. Alors, si vous avez des questions au sujet du Fonds EcoLeader, je vous invite à visiter le site Internet. Vous allez retrouver toute l'information nécessaire, notamment des cas d'entreprise leader, tous les documents liés aux demandes de financement. Vous allez trouver des ressources. Vous allez également trouver là, les autres programmes de financement. Je vais conclure sur le sujet pour dire qu'il existe d'autres programmes de financement là, pour les projets en électrification des transports. Par exemple, Transition énergétique Québec offre les programmes Rouler vert et Transporter vert. Rouler vert s'adresse davantage, là, pour résumer, là, aux individus comme tels qui veulent acquérir un véhicule électrique, tandis que Transporter vert offre plusieurs mesures là, pour les entreprises. Le ministère des Transports du Québec a mis en place un programme qui vise là, le soutien au déploiement des autobus scolaires électriques. Et là, je vous ai mis un autre programme là, qui ne touche pas directement à l'électrification des transports. C'est un cadeau là, dans le contexte de Noël, mais un mot pour dire qu'Hydro-Québec a consolidé toute son offre d'aide financière au sein du programme Solutions efficaces. Là, donc, pour les entreprises qui souhaitent effectuer, qui ont des projets d'efficacité énergétique, là, je vous invite clairement là, à aller visiter le site d'Hydro-Québec, programme Solutions efficaces. Donc, si vous avez des questions sur le Fonds EcoLeader, je vous invite à communiquer avec moi aux coordonnées que vous voyez à l'écran. Ça va me faire plaisir de vous répondre, de vous accompagner dans vos projets ou de vous orienter vers les bonnes sources de financement, vers les bons experts. Alors, ça complète. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Marc-André. Donc, on serait rendu à la période des questions. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions présentement? OK, il y a 2 questions dans le chat. On va aller voir. Bon, la première question s'adresse à monsieur. Moi, j'ai une question, moi, dans la boîte de questions et réponses. OK, bon. Je vais commencer par la question de la boîte de questions et réponses. Ça s'adresse à M. Houle. On demande si le fonds EcoLeader s'adresse aussi aux municipalités. Ah, on va devoir. Oui, pardon, ça s'adresse aux entreprises ainsi qu'aux entreprises d'économie sociale seulement. OK, parfait, merci. Prochaine question. Bonjour à tous, je suis président de la Régie de gestion des matières résiduelles près de Drummondville. Nous possédons une flotte de 13 camions qui sont tous diesel. J'aimerais savoir s'il y a des programmes de subvention disponibles pour une régie comme nous, actuellement, à l'achat d'un camion complet, c'est-à-dire camion et benne. Ça nous coûte environ 325 000 et un camion électrique, entièrement électrique, 100 nous coûterait 600 000 Donc, la question, c'est vraiment de savoir s'il y a des programmes de subvention disponibles pour une régie qui a des camions comme ça, une flotte de camions. Donc, la question, peut-être, je la renverrai à M. Houle. Oui, bien, il existait, là, pour une régie en tant que telle, il faudrait faire les vérifications. Il y avait un programme là, jusqu'à tout récemment au ministère des Transports du Québec pour les flottes de camions lourds, mais ce programme-là prenait fin au mois de décembre. Sinon, il faudrait vraiment vérifier avec Transporter Vert plus. Mais là, pour la régie, il faudrait confirmer en tant que tel. OK. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que Marie-Pierre, tu aurais connaissance d'un programme quelconque parce que vous avez des camions à électrifier aussi? Oui, nous, c'est sûr qu'on n'a peut-être pas le même contexte qu'une régie. Dans les programmes qui s'appliquent spécifiquement aux municipalités, nous, on se tourne souvent vers la FCM, là, qui a vraiment des programmes qui sont intéressants, là, à savoir si les immobilisations en termes de véhicules, c'est couvert par les différents programmes de la FCM. Je l'ignore. Mais sinon, s'il n'y a rien en ce moment, moi, je mettrais beaucoup d'espoir sur le PEV, là, le nouveau plan pour une économie verte. Là. Je pense qu'il y a quand même, pour avoir assisté à un autre webinaire hier avec les gens du ministère de l'Environnement, je pense que 2021 va amener son lot de nouveaux programmes. Là, fait que peut-être que ça pourra offrir des avenues intéressantes là, pour ce qui est du remplacement des camions pour les matières résiduelles. Oui, d'autant plus que ce plan-là est vraiment axé sur l'électrification, justement. Oui. Est-ce que, j'ai oublié de vous mentionner M. François Lefebvre de l'AVEC Centre du Québec, qui est en tout cas responsable de la région Centre du Québec pour l'AVEC. Alors, M. Lefebvre, si jamais il y a des questions que vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. D'ailleurs, peut-être, là, je vais prendre les questions qui sont sur le chat. Alors, la première question, ça s'adresse à M. Courchaine. Ah bon, OK. Vos employés peuvent-ils recharger gratuitement leur véhicule personnel au travail? Bien, ils n'ont pas de véhicule personnel, mais il y a des bornes installées, fait qu'ils peuvent charger, ils pourraient charger. J'en ai qui prennent, que je leur laisse aller avec notre véhicule. Là, ils chargent tout. J'en ai au bureau, j'en ai à mon entrepôt des bornes. Fait qu'il n'y a pas de problème. Et si un de vos employés s'achetait un véhicule électrique, disons demain, un véhicule personnel, est-ce qu'il pourrait le recharger, disons, gratuitement? Oui, oui. Oui, je leur ai dit, j'ai hâte qu'ils le fassent. OK. Donc, merci. Oui. Si tu veux, Éric, je vais rajouter là-dessus qu'au niveau de la subvention provinciale pour les entreprises, si une entreprise peut aller chercher jusqu'à 5 000, jusqu'à concurrence, je crois, de 50 000, mais par projet de 5 000, pour des bornes pour les employés. Donc, ils doivent fournir l'électricité pendant 3 ans gratuitement aux employés. Oui, c'est ça. OK. Mais vous, M. Courchaine, est-ce que vous aviez bénéficié d'un programme quelconque pour l'installation de vos bornes? Oui, en 2014, on avait fait installer 4. On avait, à ce temps-là, c'était 75 %. OK.
Donc, vous êtes tenu, dans le fond aussi, pendant un certain nombre d'années, de fournir l'électricité, disons, aux employés. C'est ça. C'était 3 ans. Naturellement, il est passé, mais même quand même que c'est passé, ils savent, je leur ai dit, la journée que vous en avez, vous allez pouvoir vous brancher. Bon, ben, c'est un bon incitatif. Merci. Prochaine question. Monsieur Courchaine, encore. Vous n'aviez pas besoin de camionnettes pour votre travail. Ça, c'était une question. Est-ce que vous aviez besoin de camionnettes pour votre travail? Les voitures électriques ont entièrement... Est-ce que les voitures électriques ont entièrement comblé vos besoins? Non, malheureusement. Oui, on a encore... pour la partie entretien paysager, c'est là qu'on était capable. Tu sais, ça ne me prenait pas un F350 pour aller tailler des arbres ou faire l'entretien de plate-bande, mais j'ai encore que ce soit un F350 ou un Duramax avec des trailers dompeurs. Ça, c'est encore au diesel, malheureusement. Tout ce qu'on pouvait dans le petit véhicule, là, on a presque terminé. Et de toute façon, d'après moi, l'année prochaine, aux 2 ans maximum, là, il devrait avoir des beaux choix électriques. C'est sûr qu'aussitôt ça va être un Ford, GM, Tesla, je ne sais pas qui va être le premier, mais on sait que ça ne sera pas long. En 2014, c'est impossible, mais encore aujourd'hui. Ou sinon, il existe de quoi, là, mais ça coûterait comme 300 000. Fait que c'est pas encore rentable, en tout cas pas pour nous. Mais tu sais, un pick-up en entour de 100 000, là, c'est clair qu'on va changer. Et c'est parce que tantôt, vous nous aviez dit, juste pour éclaircir un peu, là, que vous aviez un pick-up, un Ford Ranger, oui. Donc, qui était utilisé pour faire de vos travaux, puis là, vous ne l'avez plus. Fait que, est-ce que c'est une remorque? C'est la remorque avec l'espace de rangement, disons, de la livre qui a fait la différence, qui a permis de remplacer le pick-up? Oui, bien c'est ça. Un petit Ranger, tu sais, ça tombe, c'était correct. Tu sais, puis là, un auto fait pareil. Dans le fond, tu sais, pour le besoin, là, avec la remorque, ça comblait bien les besoins. Ce n'était pas nécessaire d'avoir un pick-up absolument. C'est sûr qu'on associe paysagiste pick-up, mais il y a des affaires, je n'ai pas le choix, mais c'est comme l'équipe d'entretien de plate-bande, il y en a qui prennent un pick-up pour faire du désherbage de plate-bande, mais moi, ils font la petite émièvre, puis ça fait très bien le job. J'ai même mis une coquille sur le toit, ils mettent tout leur outil là-dedans, puis les déchets d'un sac à l'intérieur. C'était au moins, je pense qu'on devait mettre un 80$ de gaz par semaine dans la mini-fourgonnette avant. Puis là, l'IF, ça ne coûte rien. Là. En bas de 2$ par jour, c'est sûr. Il ne manque pas d'autonomie. Un peu de débrouillardise, puis ça marche. Il y a un petit peu d'imagination, mais ça marche. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'on avait d'autres questions pour l'instant? Non? OK, c'est le temps, s'il y en a qui ont des questions, de les envoyer. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais remercier nos 3 panélistes et ainsi que M. François Lefebvre, que j'ai mis panéliste sans qu'il s'en rende compte. J'ai dit tant qu'à avoir quelqu'un de l'AVEC, aussi bien le mettre comme panéliste, on ne sait jamais, pour répondre aux questions. Donc, je remercie M. Courchaine, Éric Courchaine, de la firme Éric Courchaine, horticulteur paysagiste et la Station verte. Je remercie aussi Marie-Pierre Paquette, qui est chargée de projet à la ville de Plessisville, ainsi que Marc-André Houle, qui est l'agent du Fonds Éco-Leader pour le Centre du Québec. Je dois vous dire que si vous désirez ou si vous connaissez des gens qui auraient aimé assister à la présentation, disons, le webinaire est enregistré et va être mis sur roulonsélectrique.ca bientôt. On vous invite d'ailleurs à aller consulter la page Internet, le site Internet, en fait, de Roulon électrique, où vous pouvez voir les autres webinaires, parce que dans d'autres régions au Québec, il y a eu aussi des webinaires qui portaient sur des sujets différents. Et bientôt, il y aura l'ensemble des capsules vidéo qui vont être mis en ligne. Il y a beaucoup de CRE, dont le nôtre, là, qui ont tourné une capsule vidéo. Donc, on vous invite à rester informés et à passer à l'action.
vous allez trouver un paquet d'informations et de guides, d'informations pratiques, donc, sur le site de roulonsélectrique.ca. Alors, je vous remercie beaucoup et bon retour, c'est ça, bon retour à votre travail. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci Bonne journée. beaucoup. Merci.